Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la première étape de l'UAE Tour. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui du côté d'un sprint qui était pas si évident que ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify. Pardon. On a également TikTok. Vous avez également les shorts sur YouTube juste après l'arrivée des étapes. Donc comme ça, vous pouvez savoir tout de suite ce qui s'est passé en 1 minute. C'est très court et sur TikTok, c'est plutôt en 2 minutes. Pour le résumé de cette journée, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et on commence tout de suite avec cette UAE Tour. Il y aura une playlist spéciale UAE Tour, une playlist également de cette épreuve World Tour par étape. Journée calme, avec assez peu de vent. C'est vrai que c'est ce qui peut jouer sur l'UAE Tour. Et on a compris assez vite que du côté des équipes, on voulait un sprint. Pourquoi? Parce qu'on a un très très beau plateau de sprinteurs. Il n'y en a pas beaucoup qui manquent à l'appel. Voilà, sur cette compétition, il y a Philipsen, par exemple, qui manque à l'appel, mais ils sont vraiment tous présents du côté de cette UAE Tour. Et on a bien compris dans la petite bosse qu'il y avait sur le parcours. On était notamment à un endroit sur une piste cyclable qui était en boucle. Eh bien, on a bien compris assez vite qu'il n'y avait pas véritablement l'envie de rouler très fort dans cette montée, à part la Bora à un moment, mais sinon ça a été assez calme. Et je pense que la Bora avait surtout roulé fort en ayant peut-être un petit peu peur à un moment d'un vent qui aurait pu être changeant, mais le vent était pas suffisamment fort pour pouvoir faire quelque chose. On a eu une échappée de deux coureurs aussi, deux coureurs de la Coratec, mais qui n'ont jamais été très dangereux sur cette étape. Il y avait Mark Stewart qui a résisté le plus longtemps et Marco Morgano, mais les deux sont repris à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée après le dernier sprint intermédiaire. Ensuite, la bagarre des trains comme d'habitude. Ça a été, je dirais, assez correct jusque dans le dernier kilomètre. C'est à dire que certes, il y avait de la bagarre, mais il y avait de la place un petit peu pour tout le monde. La route était large. Et puis les ronds-points ont étiré le peloton. Mais dans l'approche du dernier kilomètre, il y avait un énorme demi-tour à faire. C'était un grand rond-point. On rentrait d'un côté de l'avenue, on faisait le tour du rond-point et on repassait de l'autre côté de l'avenue, de l'autre côté du terre-plein central. Et à partir de là, ça a été très nerveux. Déjà parce qu'il y a un coureur d'AG2R qui a eu un problème mécanique en plein milieu du peloton. C'était assez chaud. Et avec le vent de face, le peloton était assez regroupé. En plus, il n'y avait plus grand monde qui roulait parce que notamment Olafkoy était trop tôt devant. Il y a plein de coureurs comme ça qui étaient trop tôt devant. Et il y a eu une grosse chute, notamment avec Milan Fretin du côté de la Cofidis, Viviani, pas mal d'Astana, notamment Terrada, qui ont été impliqués dans cette chute. Et elle a fait des dégâts et surtout elle a coupé le peloton. Et ça a lancé le sprint. Avec un Gaviria qui a servi de poisson pilote à Tim Merlier, enfin Gaviria et Molano, les deux ont servi de poisson pilote à Tim Merlier et au reste de la bande des sprinters, parce qu'ils sont partis beaucoup trop tôt et après Merlier il a juste fini le job comme il l'avait déjà très bien fait sur le Alula Tour devant De Klein et Maresco qui prennent la deuxième et la troisième place. Belle perf du côté de Jakub Maresco. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Pour moi, du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour, Tim Merlier. Il est en forme, Tim Merlier, il est en forme du côté de la Soudal Quick-Step. En passant du côté de la Soudal Quick-Step, j'ai vu les nouveaux maillots Alpecin. On ne peut pas différencier en fait, hein, vraiment. Le bleu est un peu plus terne, je dirais, sur le maillot Alpecin de Koninck, le nouveau maillot Alpecin de Koninck, mais c'est vraiment pas évident de faire la différence. Donc ça serait bien de revenir peut-être à l'ancienne mouture du maillot. Le maillot était reconnaissable pour passer à un maillot qui n'est pas reconnaissable. Parce que bon, avec du bleu comme ça un peu clair, on a aussi Decathlon, on a aussi
DSM aussi, qui a un bleu clair. Donc là, ça commence à faire beaucoup de maillots qui ont des teintes similaires. C'est dur sur les caméras d'hélicoptère à certains moments. C'est très très dur de différencier certaines équipes par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années avec les vues de peloton. On voyait bien la différence des maillots. Il y avait assez peu de maillots qui se ressemblaient. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de marques qui utilisent les mêmes couleurs. Autre information avant de continuer sur Team Merlier, parce que j'ai oublié de le dire, pour le Tour de l'Algarve et le Tour des Alpes-Maritimes, ça sera demain pour le débrief de ces deux courses. Comme ça, voilà, vous aurez le débrief. Il est écrit, il ne reste plus qu'à l'enregistrer. Du côté donc de Team Merlier, il a fait du très bon boulot sur la Ouloula Tour. On avait vu qu'il était très puissant. Là, c'est un sprint où il fallait être puissant parce que c'était vent de face. Il profite en plus de l'erreur de Gaviria qui a lancé beaucoup trop tôt. Il lance beaucoup trop tôt Gaviria. Puis après Merlier, par rapport aux autres qui étaient derrière, il a été au-dessus. Deuxième victoire, je crois, sur cette UAE Tour. Je ne sais plus s'il n'avait pas gagné. Non, c'est la troisième victoire. Il m'en manquait une. L'année dernière, il l'avait gagné 2 fois. Et troisième victoire également de la saison avec les deux sur la Loula Tour. Il avait remporté l'étape 3 et l'étape 4. C'est quand même un très bon début de saison pour Team Merlier jusqu'à maintenant. On voit bien qu'il a envie de se montrer avant les classiques où il tentera notamment la passe 2-3 sur Neckar-Corse, mais il y aura peut-être également des objectifs sur la classique Bruges de Panne ou sur le Schelde Prize, le Grand Prix de Lascaux. Ça sera le 3 avril prochain. Il y aura des gros objectifs pour la Soudal et puis surtout il se montre du côté de la direction de la Soudal qu'on peut lui faire confiance pour aller gagner des gros sprints et des sprints où il y a du monde parce que voilà, je pense qu'il a démontré que ça soit dans sa période Alpecin ou même l'année dernière chez Quick-Step, les quelques fois où il a été opposé à des grands noms, qu'il est capable d'aller chercher des grands résultats. Et je ne vois pas pourquoi déjà l'année dernière Soudal ne l'avait pas mis dans un grand tour. Donc j'espère vraiment qu'en 2024 Soudal ne va pas faire la même erreur, parce que c'est vrai qu'à 31 ans, pour le moment, il n'a que 3 grands tours comme participation. Un Tour de France, un Giro, une Vuelta. Donc ça serait bien que ce chiffre-là augmente. Après l'UAE Tour, il reviendra en Europe, comme tous les sprinteurs, vu qu'il n'y aura plus beaucoup de courses en dehors de l'Europe. Avec Tirreno, notamment, ça sera au mois de mars. Par contre, c'est pas prévu Milan-San Remo pour Team Merlier. Donc je ne sais pas qui ils emmèneront à Milan-San Remo du côté de l'équipe Soudal Quick-Step pour le moment. On poursuit avec le deuxième coureur top pour moi du jour. J'en ai mis que 2 en top, parce que c'est vrai que ça n'a pas été non plus une étape si incroyable que ça, mais c'est vrai que Merlier a fait le job, il a fait tellement bien le job, et bon, il y en a quand même 2 qui font quand même une grosse erreur dans ce sprint-là. C'est le coureur de la Coratec, Jakub Mareczko, nouveau venu du côté de la Coratec avec Bonifacio, ça fait partie des grosses recrues, lui qui l'année dernière était chez Alpecin. La première année avait été correcte, la deuxième était pas top chez Alpecin, mais on était quand même loin de sa période Villiers-Triestina, où là il enquillait les résultats. C'est vrai que sa période chez CCC n'avait pas été évidente. Là il est avec un contrat de 1 an chez Coratec, et aujourd'hui une belle 3e place après un Tour de Sarria qui avait été un petit peu compliqué pour lui, seulement une 4e et une 6e place, alors que le niveau était un petit peu plus faible. Il a fait ensuite le Tour d'Antalya sans grand résultat, il faut bien le dire, 142e seulement de cette épreuve. Donc là sur cette UAE Tour il devait se montrer, et lui il a fait le job aujourd'hui en prenant la 3e place, en partant au bon moment dans ce sprint qui était assez décousu, parce que quand même du côté j'ai oublié de préciser ça, du côté de Team Merlier, il a dû quand même vachement se débrouiller seul. Mareczko, il a fait le job aujourd'hui avec la Coratec. C'est pas toujours simple de changer d'équipe, c'est pas toujours simple de redescendre en 2e division aussi, même si la première année d'Alpecin c'était une équipe 2e division, mais qui ressemblait quand même beaucoup à une équipe World Tour. Là c'est vrai que la Coratec c'est quand même un niveau en dessous, c'est à peu près le niveau qu'avait
Villiers-Triestina, donc c'est pas facile dans ce genre de situation de redescendre, pardon, mais il a fait le bon job et pour moi c'est vraiment l'équipe qui peut lui correspondre le mieux. Pour moi, ce type d'équipe, Koratek, Bingol, pour moi c'est son niveau. C'est son niveau d'équipe. Je pense que quand on l'a monté en World Tour, c'était une erreur. Quand il a voulu aller en World Tour, alors c'était l'appel de CCC, mais en plus CCC c'était quand même une équipe qui était un projet un peu bancal avec l'ancienne équipe BMC, l'ancienne structure de BMC, mais il n'y avait quand même pas beaucoup de moyens derrière du côté de la CCC. Pour moi c'était une erreur. Ensuite, le passage chez Vinizabou en 2021, l'équipe derrière se retire à cause de plein de problèmes de dopage. Donc là, retour du côté de la Koratek. Et puis j'espère des victoires. C'est quand même un mec qui a 46 victoires. Mais dans ces 46 victoires, il n'y a pas de très grandes courses à son palmarès. Il y a 18 étapes sur le Tour of Taikoo Lake qu'il a remporté à 2 reprises. Mais c'est vrai que il y a le Tour du Heman, le Tour du Langkawi où il a aussi remporté des étapes. Il y a peu de courses vraiment d'un très gros niveau. Donc c'est ça qu'on lui a toujours reproché à Mareshko. Mais ces dernières années, il n'arrivait même plus à gagner des courses d'un niveau inférieur. Donc là, ce qu'on attend vraiment, c'est des résultats sur ce type d'épreuve. Il sera notamment, après son retour de l'UAE Tour, il enchaînera assez vite avec le Trofeo Umag et ensuite le Trofeo Poreg Elestrian Spring Trophy. Donc 3 courses croate importante en début de saison. Il y a pas mal de jeunes qui démarrent leur saison sur ce type d'épreuve aussi, du côté de la Croatie. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. 4 bonnets d'âne aujourd'hui du côté de cette journée. Je commence avec pour moi le plus gros raté, c'est Gaviria. Alors, on sait qu'il est capable de tenir longtemps Gaviria sur les sprints, sauf que là, pour moi, c'est un manque d'intelligence. C'est pas la première fois qu'il fait ça, Gaviria, de se lancer à 275 mètres alors qu'il y a du vent de face ou alors que de se lancer beaucoup trop tôt, Gaviria. Il rate quand même pas mal de bons résultats parce que là aujourd'hui les jambes étaient bonnes. Je pense que il était capable de jouer avec Merlier, mais s'il partait aux 200 mètres, il part aux 300, 275 mètres, 300 mètres, tu peux pas tenir vent de face. C'est déjà compliqué de faire ce type de sprint avec, on va dire, un vent neutre, mais alors avec un vent de face, c'est impossible. C'est surprenant parce que c'est quand même un mec qui a 30 ans, Gaviria, donc normalement il devrait se connaître mieux que ça, il devrait pas pu faire ce type d'erreur là, Gaviria. Alors est-ce que il fait ce type d'erreur là parce que il sait que à la régulière il y a beaucoup de sprinteurs aujourd'hui qui peuvent le battre, donc est-ce que c'est ça sa peur à Gaviria en se disant j'anticipe donc je peux aller battre les meilleurs de cette manière là, ou est-ce que c'est vraiment un manque de lucidité à l'approche du sprint où il réfléchit plus trop et est concentré sur autre chose que faire l'effort au bon moment. Mais c'est vrai que c'est un truc récurrent chez Fernando Gaviria, ces sprints de lancer de loin. Des fois ça marche, mais bon, là aujourd'hui ça pouvait vraiment pas le faire, c'est-à-dire qu'avec le vent de face c'était vraiment trop compliqué. Alors il a embarqué son compère de nation Molano également dans l'affaire. Je voulais regarder, il a remporté une étape sur le Tour de Colombie dans sa saison. Mais oui, l'année dernière, il avait gagné que 2 courses, que une étape de San Juan et que une étape du Tour de Romandie, la dernière étape. Et en plus, après, il avait eu un Giro assez compliqué, Gaviria, en termes de résultats. Et ça fait depuis quelques années où il n'enchaîne plus vraiment les grosses saisons. En 2022, il est à 2 victoires aussi. 2021, une seule victoire. Puis en 2022, les 2 victoires, c'est à Oman. En 2021, c'est une étape du Tour de Pologne.
une étape du Tour de Toscane en 2020. 2020, il a encore pas mal de gros résultats. Enfin, il enchaîne bien, il fait notamment 3 étapes à San Juan. Mais quand je regarde, ouais, il fait remonter à presque 4 ans en arrière pour avoir un enchaînement de... C'est pour qu'il gagne pas mal de courses. On est loin de la saison 2017, par exemple, de Gaviria, où il avait remporté 4 étapes sur le Giro, où il avait été réellement dominateur. Là, c'est vrai il a un peu plus de mal maintenant, Gaviria, dans ce domaine-là. Alors que c'est presque... Enfin voilà, il a maintenant de l'expérience. Là, je regardais, il a participé aux 4 derniers Tours d'Italie, par exemple. Sur les dernières saisons, il a au moins fait un grand tour depuis 2017. Donc c'est quand même quelqu'un qui est toujours présent sur les grands tours. Sauf que les résultats ne viennent pas forcément. L'année dernière sur le Giro, son meilleur résultat c'est 5e. Il tourne souvent autour, et parce que je pense que parfois il fait l'erreur vraiment de lancer beaucoup trop tôt, tout simplement, Gaviria. Et Molano l'a suivi un peu bêtement aussi, parce qu'on connaît Gaviria. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure roue à prendre, Gaviria, dans un peloton professionnel de la part de Molano. Sam Bennett. Alors, je suis assez surpris du côté de Sam Bennett, parce que déjà son dernier sprint autour de la Provence était pas mal. Je sais pas s'il a été gêné par la chute, parce qu'il était plutôt pas trop mal placé. Il y a un moment où vous avez un décathlon à G2R qui a un problème de dérailleur, je pense. Enfin, il y a un problème de vitesse sur le vent de Rizal. Mais au final, il finit 19e, Bennett. Donc, il n'a jamais réussi à trouver la bonne sortie, comme Groenewegen, comme Cavendish aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est le problème de son coéquipier qui a eu un problème technique sur le vélo qui l'a perturbé? Est-ce qu'il a été gêné par la chute et il a dû faire un effort pour revenir sur les meilleurs et que ça l'a mis en difficulté? Et c'est vrai qu'on voit aussi Van Poppel par exemple, qui est assez loin pour aider Welsford, et ça a été compliqué aussi pour Welsford parce que pas forcément bien aidé. Mais il n'a jamais réussi véritablement, j'ai l'impression, à sortir de la boîte. Pourtant, il avait des équipiers devant lui à 500-600 mètres de l'arrivée. Mais je pense qu'il n'a jamais réussi à trouver l'ouverture, tout simplement, Sam Bennett. Un peu comme lors de la première étape du Tour de la Provence, où ça avait été un petit peu pareil, un petit peu similaire. Il n'avait jamais réussi à trouver l'ouverture. On ne s'était pas trouvé du côté d'AG2R, mais il n'avait jamais réussi à trouver l'ouverture. Donc c'est dommage du côté de Sam Bennett. Il faudra faire mieux sur l'épreuve de mercredi, parce que demain c'est un chrono. Mardi, non, ça sera Jabel Yaïs. Donc ça sera peut-être jeudi. Voilà, jeudi ça sera plat. Avant. Ouais, jeudi ça sera plat. Et puis là, l'étape également de samedi sera plate. Autour du Louvre Abu Dhabi Muséum. Ce sera l'étape autour d'Abu Dhabi, donc ça sera très très plat. De mercredi, voilà, ça sera Jebel Jaïs, donc très dur dans le final. Voilà, on connaît bien cette montée. On poursuit. 3e coureur flop du jour, Olaf Koy. Je vous dis toujours, le cyclisme, c'est une question de timing. Là, aujourd'hui, on n'avait pas le timing du côté d'Olaf Koy. Il se retrouve trop tôt devant. Et il le sait, à 500 mètres de l'arrivée, il est déjà devant. Il a déjà plus d'équipier pour l'emmener. Il est placé vraiment en première position. Et là, ça ne peut pas le faire. Ça ne peut pas le faire. Donc, il décide d'attendre, donc de ralentir, d'arrêter de pédaler, d'attendre qu'on le repasse devant. Mais forcément, quand vous faites ce genre de choses, c'est très compliqué derrière de se relancer. Et ça a été le gros problème d'Olaf Koy, parce que quand les mecs lui sont passés devant, les mecs quand ils sont passés devant, eux ils étaient à 60 km/h, lui il était à 52, et le temps de reprendre cette vitesse-là, tu perds beaucoup trop de temps. Alors tu peux le faire quand c'est à 800 mètres de l'arrivée, mais là à 400 mètres, c'était juste pas possible pour Olaf Koy. Et donc il se retrouve seulement 13e aujourd'hui, c'est dommage. Voilà. Puis il faut dire qu'Olaf Koy,
On lui a pas mis Van Aert, par exemple, pour le lancer. Donc voilà, il a une équipe qui est peut-être un peu légère également pour le lancer, parce qu'il y a Van Dijk, certes. Il y a Bart Lehman, mais bon, qui n'est pas là pour faire ce job-là. Aussi, Bart Lehman. Donc c'est un peu léger autour, je pense, d'Olaf Koy. Donc il faudrait peut-être, dans ce genre de cas, utiliser des roues de ses équipiers. Enfin, les roues, pardon, des autres trains. On voit par exemple que la Tudor était bien en place. La DSM, elle est venue plutôt pour Jacobsen. Donc il y a peut-être des équipes dont il faudra se servir. Comme pour Renault-Wagen, par exemple, qui est aussi un petit peu dans la même situation, avec pas mal de coureurs dans son équipe qui sont pour la montagne. Voilà, ça a été un petit peu le souci d'Olaf Koy, qui a jamais réussi à trouver le bon moment pour sortir. Alors, il faudra qu'il fasse aussi avec les frères Van Dijk. Mais là, il était largement trop tôt devant. C'est à la sortie du rond-point. Il a perdu le sprint à la sortie du rond-point, à la sortie du demi-tour, Olaf Koy. Puis je termine avec Caden Groves, le coureur de Alpecin. Là aussi, assez lointain, Caden Groves, 11e seulement de ce sprint. Là aussi, la question de savoir est-ce qu'il a jamais trouvé l'ouverture. Je trouvais que c'était assez décousu. La manière d'amener le sprint du côté d'Alpecin, c'était un petit peu compliqué aujourd'hui. Voilà, j'avais le sentiment qu'on était assez mal organisé du côté d'Alpecin de Koenig. Peut-être qu'on avait du mal à se trouver aussi du côté des maillots. Parce que moi j'ai du mal à me repérer sur les vues d'hélicoptère, mais je me dis qu'entre leaders, c'est pas simple non plus, parce qu'entre le maillot de la Quick Step et le maillot d'Alpecin de Koenig, les différences sont maintenant assez légères. Donc peut-être qu'on a eu du mal à se trouver dans le peloton à cause des maillots trop similaires. C'est dommage, voilà, pour Caden Groves. Après, il faut aussi le dire, c'était son premier jour de course de l'année, ce qui est très rare pour un Australien de commencer aussi tardivement. Parce que, voilà, ça fait quand même un mois que la saison a repris. Donc il revient seulement maintenant sur l'UAE Tour. Puis c'est quand même surprenant de commencer par une course comme ça de 7 jours. Commencer par une course qui dure quand même une semaine complète. C'est assez étonnant. Alors, on a rarement vu un mec commencer sa saison sur le Tour d'Italie, par exemple. Donc, ou sur Paris-Nice. Il y a des épreuves comme ça où c'est plus dur de démarrer sa saison que sur d'autres. Et sur l'UAE Tour, c'est quand même bien d'avoir fait 2-3 jours de course avant pour se mettre dans le bain. C'est assez surprenant de le voir démarrer seulement sur l'UAE Tour. Ça aurait peut-être été intéressant d'aller à Oman ou d'aller du côté du Alula Tour. Je crois qu'ils n'étaient pas sur le Alula Tour. Je ne sais pas s'ils étaient à Oman, même, Alpecin. Je ne sais... J'ai pas vu Oman, donc je ne pourrais pas vous dire sur le Alula Tour. Je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus s'ils étaient présents sur le Alula Tour. Je crois pas. Je crois pas qu'il y avait l'équipe. Ouais, non, il y avait Quick Step, mais il n'y avait pas Alpecin. Et à Oman, eh bien, non plus. Donc c'est pour ça qu'il démarre sa saison maintenant. Mais bon, ça aurait peut-être été bien aussi de courir, pourquoi pas, la Classica de Almeria. Il y avait une belle start list de sprinters, donc ça aurait peut-être été intéressant pour le coureur australien. Bon, nous on regarde tout de suite le programme de demain. On regarde tout de suite le programme de demain sur cette UAE Tour, un programme assez léger, on va dire, avec un contre-la-montre de 12 km autour de l'île de Ouderiat, un contre-la-montre de 12 km. On fera un petit tour de cette île avec un chrono intermédiaire au kilomètre 5,5. Du côté du parcours, on l'a avec cette magnifique carte. Donc vous voyez, départ ici, hop, 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 hop. Le début est assez simple en termes de parcours, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas grand-chose en grande difficulté. La seule section technique, c'est ici avec 2 demi-tours et puis des 2 grandes courbes. Donc il faudra faire attention dans cette zone-là, sinon le reste est assez facile. Donc ça sera vraiment pour les spécialistes. Et bien nous, on se retrouvera
demain pour faire le débrief de cette journée. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!